nous enchaînons les auditions depuis des mois et des mois, enfin, sincèrement. Et donc, sans comprendre finalement pourquoi aujourd'hui les mesures qui sont prises en fait oublient complètement les personnes les plus pauvres, on va dire d'une façon dans la durée structurelle. Et il est clair que les personnes engagées au sein du mouvement ATD Quart Monde, puisque ce sont des personnes qui font le choix de s'engager au sein du mouvement et pour lutter contre la pauvreté et toujours aller chercher les personnes qui manquent encore. Et donc les personnes avec qui nous cheminons, ce sont des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Donc au niveau du revenu médian, en fait, ça se situe au niveau de 40% du revenu médian, soit avec à peu près 694 € par mois. Et en France, on rappelle toujours ce chiffre-là, certainement vous l'avez entendu avec nos prédécesseurs au niveau de l'adresse, etc. Mais ça concerne 2 millions 200 000 personnes qui vivent avec ces ressources ou avec moins que ces ressources. Voilà. Donc on est toujours on trouve toujours très important de resituer ça. 2 millions de personnes, c'est énorme. Et aujourd'hui, on fait le constat évidemment que les personnes très pauvres sont on dit oubliées, puisque les mesures ne sont pas structurelles. Les mesures qui ont été apportées sont de nature à apporter enfin, voilà, quand on donne 150 € à une famille pendant la période dans laquelle on traverse, ça ne peut être qu'un pansement. Donc pour nous, c'est toujours très très difficile aujourd'hui d'imaginer est-ce qu'on les oublie pas, quoi. Voilà. Donc voilà. Et donc les différents chiffres, vous les avez avec les différents organismes qui sont en charge de ces questions, dont l'ONPES qui a disparu d'ailleurs aujourd'hui, mais voilà. Donc ce dont je vais vous parler, c'est vraiment des éléments, ça émane d'éléments qui sont partagés dans des lieux de prise de parole et d'élaboration de la pensée que notre mouvement en fait développe depuis 60 ans, qui sont par exemple les universités populaires Quart Monde, ou tous les groupes dans lesquels les personnes travaillent, réfléchissent et essayent d'apporter des solutions à partir de leur expérience de vie, et elles ont souvent des solutions à apporter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en apprend du coup de tout ça ? La période fait qu'on est vraiment au cœur d'une urgence où chacun et chacune des personnes qui vivent dans ces situations de vie très difficiles ont été amenées à agir. Elles ont été amenées à agir tout d'abord pour les personnes qui ont des enfants scolarisés à domicile, quand il a fallu se battre pour effectivement être à la hauteur pour que les enfants suivent et poursuivent à la rentrée ensuite. Et ça a été un vrai combat autour de cette question d'être équipé de numérique, être connecté, être formé. Et là, on s'est rendu compte effectivement du fossé et de l'écart avec ce que vivent toutes ces personnes qui n'ont pas pu, sans se faire aider, en tout cas, qui n'ont pas pu assurer cette scolarisation dans un premier temps, mais évidemment, après, les choses se sont mises en route grâce à l'aide qui a pu être apportée. Voilà. Cette période oblige les gens aussi qui ont très très peu de ressources à se battre pour se nourrir coûte que coûte, et pour faire face aussi à l'endettement qui a été très important pour faire face aux charges de logement notamment. Beaucoup de personnes ont perdu les activités parallèles qu'elles pouvaient avoir pour survivre et ne pas faire justement appel à l'aide alimentaire habituellement, ce qui est vraiment voilà. Toutes ces questions-là liées à la pandémie et à la façon dont l'impact que la pandémie a et que la période de confinement a des impacts très très forts sur les personnes qui sont dans des situations de vie très difficiles. Voilà. Donc on voulait vraiment rappeler tout le courage que ces personnes ont pour subvenir aux besoins des enfants et essayer donc à tout prix que les enfants ne soient pas pénalisés par manque d'équipement ou par manque d'argent pour les nourrir. Voilà. Et une maman militante Quart Monde, donc une maman qui est engagée dans notre mouvement, nous partageait pendant le confinement. Elle disait « D'abord, je me bats et je fais manger les enfants. La suite, c'est après. Et en ce moment, une seule chose compte, c'est de manger. » Voilà. Rappelez déjà dans quelle urgence sont effectivement les gens. Voilà. Parce que la grande pauvreté, effectivement, elle est faite d'insécurité permanente. Elle empêche de se projeter, d'assumer ses responsabilités, notamment vis-à-vis de sa famille.
Et notamment, une des premières insécurités qu'on pointe et qu'on repointe toujours et toujours, c'est qu'aujourd'hui, avec un revenu minimum qui est le RSA, on ne peut pas vivre, et les gens le redisent. Nous sommes en train de mener un travail avec la Cour des comptes qui nous a demandé de rejoindre un comité d'accompagnement sur l'évaluation du RSA. Donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille vraiment avec des personnes qui sont engagées dans le mouvement et qui habitent dans différentes régions de France. Et c'est ce qu'elles redisent, et elles le redisent très fort. On ne peut pas vivre avec un RSA, on ne peut pas assumer de vivre et de se loger, etc. Voilà, donc on se demandait vraiment à quel moment les mesures prises donc pendant cette période permettent vraiment aux personnes d'accéder à des droits et pas seulement de combler des manques. À quel moment on se pose la question de comment les personnes devraient pouvoir faire face par elles-mêmes donc à leurs responsabilités sans vivre la honte et l'humiliation de devoir faire appel à l'aide alimentaire pour se nourrir. Il faut bien comprendre que le combat est quotidien pour résister, pour survivre, et c'est une constante vraiment dans la vie des plus pauvres. On se rend compte par ailleurs que effectivement les choix qui sont faits, c'est d'institutionnaliser l'aide alimentaire, par exemple. Enfin, voilà. Même si on voit bien que les personnes ont absolument besoin de soutien, pour nous, la réponse ne peut être que structurelle et sur du long terme, et non pas par des mesures des mesures pansements, voilà, pour être assez rapide. Voilà, donc les signes d'aggravation, de la pauvreté, ce sont vraiment toujours des difficultés qui se sont amplifiées pour l'accès au logement. Par exemple, accéder à un logement, donc on ne refera pas. Voilà, le rapport de la Fondation Abbé Pierre est sorti il y a très peu de jours. Des millions de personnes sont mal logées, et accéder aujourd'hui à un logement quand on a très peu de ressources est quasi impossible. On l'a aussi démontré à plusieurs reprises. Voilà, donc accéder à un logement très social, ou en tout cas accéder à un logement avec des loyers qui puissent être accessibles, c'est vraiment un défi aujourd'hui en France. Au-delà du fait qu'il n'y ait pas assez de logements, évidemment. Voilà. Les inégalités donc s'accroissent, et des populations les plus impactées qui cheminent avec nous, donc qui sont engagées au sein du mouvement ATD Quart Monde, on sent vraiment que les plus impactés sont les jeunes, pour qui le combat devrait être de leur donner toutes les chances de se former et de trouver un emploi. Voilà, donc effectivement, l'Observatoire des inégalités fait part qu'un jeune sur 10 est aujourd'hui en situation de pauvreté. Donc un jeune, c'est-à-dire entre 18 et 29 ans. Et voilà. Il s'agit essentiellement de jeunes qui sont donc peu diplômés, en recherche d'emploi. Mais la baisse d'activité économique liée à la crise sanitaire les touche vraiment de plein fouet. Et ce phénomène existait bien sûr avant la crise, et la crise n'a fait qu'aggraver tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que l'État, au départ, dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, en 2018, quand elle a été présentée, l'État avait fait part donc d'une mesure qui paraît très intéressante, qui est de garantir, l'État doit garantir la formation et l'accompagnement pour tous les jeunes de 16 à 18 ans. Et effectivement, le constat qui est fait un peu plus de 2 ans après, quand on interroge les missions locales, ou en tout cas les gens avec qui nous sommes en lien, notamment les missions locales, on s'aperçoit qu'en fait, par exemple, les missions locales, en tout cas, qui ont eu vraiment un fléchage et un budget qui a été alloué, et certaines missions locales, en fonction du nombre de jeunes accompagnés, ont reçu plus ou moins. Et ce qu'on nous dit, c'est que les professionnels, en fait, ne sont pas... Nous, ce qu'on cherche, c'est des professionnels qui aillent vers, qui se rendent vers les jeunes qui sont vraiment invisibles et qui sont pas suivis, qui ne sont pas accompagnés, qui aujourd'hui ne sont pas connus et qui ont décroché de l'école, ou que l'école a décroché du système scolaire. Et il s'avère qu'en fait, les missions locales n'ont pas, par exemple, de professionnels, d'éducateurs spécialisés, etc., qui ont cette formation de connaissance des familles et de l'approche des familles, etc. Et donc pour nous, tant que des mesures ne seront pas... Enfin, on ne comprendra pas ce qui doit permettre d'aller vers ces jeunes et d'aller les rencontrer, de prendre ce temps, d'aller au rythme des jeunes qui sont les plus impactés et donc les plus éloignés de tout, qui n'ont pas de formation, qui sont sortis de l'école très très tôt. Il est clair que tant que les moyens ne seront pas mis
vers eux, on aura toujours un pan de la population qui est totalement oublié. Je parle vraiment des personnes qui sont totalement oubliées. Donc on parlait de 2 millions de personnes, c'est pas un petit nombre, quoi. Voilà. Donc voilà, on se dit que c'est essentiel de pouvoir repenser les politiques publiques à partir de ceux qui sont les plus oubliés pour que ça puisse bénéficier à tous, en fait. Voilà, donc ce que j'avais aussi envie de dire, peut-être pour terminer, enfin toutes les autres difficultés majeures qu'on a recensées, c'est évidemment toutes les questions d'accès aux soins et les renoncements aux soins. Enfin, voilà, pour aller directement au but, c'est les renoncements aux soins et la période fait que les personnes, beaucoup de personnes renoncent aux soins ou n'ont plus d'accès aux droits, en fait, aux droits de base. Il y a des grandes difficultés par rapport à ça. Voilà. Voilà. Vous posez aussi la question de comment prévenir le basculement des personnes dans la pauvreté et comment on pourrait effectivement permettre aux personnes d'en sortir. Donc forcément, quelque chose qu'on répète et qu'on est très nombreux au niveau des associations à répéter ensemble, la première chose, ce serait de faire un vrai choix politique, effectivement, d'augmenter le RSA. Rien ne dit rien ne prouve, en fait, aucun élément ne prouve aujourd'hui que d'augmenter le RSA, ça désinciterait les personnes à travailler. Voilà. Donc le travail qu'on mène pour la Cour des comptes, là, au niveau de l'évaluation du RSA, dans toutes les personnes qu'on a interrogées, les travaux qu'on a menés, montrent bien que les personnes veulent une activité, veulent être utiles et veulent être reconnues par rapport à ce qu'ils savent faire, par rapport aux compétences et comment on peut réfléchir avec eux à tout ça. Je ne reviendrai pas sur l'expérimentation territoire zéro chômeur, mais on prouve très clairement que c'est possible quand on a une solidarité de territoire et quand on repense à partir des plus pauvres, à partir des gens qui sont le plus éloignés, qui sont là, en l'occurrence, chômeurs de longue durée. On prouve que les choses sont possibles, mais mettons-nous ensemble et mettons-nous ensemble avec les personnes. Sans elles, rien ne pourra être imaginé ou les politiques publiques seront toujours, en fait, ou à côté ou risquent d'enfoncer encore un peu plus les personnes quand on est à côté, quoi. Voilà. Donc c'est un revenu minimum que nous, on estime, comme avec les autres associations, à minima à 850 € pour pouvoir, à minima, vivre dignement, se loger, manger, se vêtir et peut-être avoir des loisirs. C'est-à-dire que pour nous, la culture est tellement essentielle que pour nous, ça fait absolument partie, en fait, des besoins de base. Voilà. Les 3 autres points, rapidement, c'est pour prévenir le basculement et permettre aux gens de s'en sortir, c'est d'avoir un logement décent et de pouvoir vivre dans un logement décent avec un espace de vie pour chacun. On l'a vu lors du premier confinement. Les gens impactés, c'était des personnes qui avaient vraiment des conditions de logement exiguës, particulièrement extrêmes et qui ont très, très mal vécu, évidemment, ça. Rénover les habitats insalubres, évidemment, et d'exiger aussi que la loi SRU soit respectée. Ça paraît tellement essentiel, en fait, de pouvoir construire des logements à partir de cette loi SRU. Avoir un emploi digne, on en a parlé rapidement, mais les personnes souffrent de ne pas avoir d'emploi digne et de ne pas avoir non plus de propositions de formation comme les jeunes le demandent, ou en tout cas permettre aux jeunes qui souhaitent de faire des formations choisies pour des métiers choisis. Et puis ensuite, la troisième chose, c'était effectivement autour des services publics d'éducation, de santé, d'assurance chômage et de retraite, de qualité et accessibles à chacun. Parce que voilà, toujours les premiers pénalisés, lorsque les services publics dysfonctionnent, sont toujours les plus pauvres. Voilà. Et donc, pour finir, la question de la participation des personnes très pauvres dans l'élaboration des politiques publiques, dans l'évaluation des politiques publiques, et on voit que la Cour des comptes a fait la démarche de nous associer. On est 2 associations à être associées au comité d'accompagnement. On voit bien que quand la démarche est faite et qu'on réfléchit ensemble et qu'on évalue les choses, on verra ce que ça donne évidemment, mais à partir de l'expérience de vie des personnes, seules ces personnes-là peuvent dire et évaluer d'une façon précise, en fait, les conséquences, les impacts sur leur vie et ce qu'il faudrait changer, évidemment, avec des solutions et des préconisations, quoi. Voilà.
j'en ai terminé. Merci à vous pour cette entame. Et je vais passer la parole à M. Thierry Couvert-Leroy, qui représente la Croix-Rouge française. Donc avant, bonjour. Micro, c'est bon. Tout d'abord, merci de nous donner la parole. Je vais peut-être vous préciser d'où je parle, parce que je trouve que c'est toujours important pour ma part de préciser que j'appartiens à la direction des métiers et des opérations, donc plutôt la branche qui est mobilisée sur les établissements dont la Croix-Rouge française est gestionnaire. Et au-delà d'être délégué national de lutte contre les exclusions, je suis aussi délégué national sur nos dispositifs enfants et familles, et probablement, en tout cas sur les questions que vous aurez à poser, des fois je m'appuie aussi, en tout cas sur ce que nos établissements peuvent proposer aussi sur ces aspects-là. J'ai bien sûr essayé de prendre le temps avec mes collègues de croiser des informations, mais c'est pour vous dire parfois si des fois je suis un peu en difficulté pour répondre, je me permettrai de retourner vers mes collègues. Vous demandiez en premier lieu, je pense, des évolutions. Vous nous indiquiez que vous aviez des statisticiens avant nous, donc je ne vais pas rentrer trop. Peut-être, moi, je voulais insister sur un point. Je pense qu'ils ont dû vous amener. Depuis des années, nous étions plutôt sur un plateau, en tout cas au niveau du seuil de pauvreté. Nous espérions tous que un jour cela allait descendre, et qu'effectivement, en tout cas aujourd'hui, les perspectives ont été sérieusement bousculées. On y reviendra par la suite. Néanmoins, je tenais à attirer votre attention sur le fait qu'on observait une intensification de la grande pauvreté, et qu'il faut aussi être particulièrement attentif à l'ensemble de ces éléments. Autre outil qui a d'ailleurs été cité aussi par ma collègue, je pense que c'est la stratégie de lutte contre la pauvreté qui nous a quand même amené, en tout cas on va dire, un diagnostic, parfois un diagnostic quelque peu, je sais pas, j'allais dire effrayant, puisqu'il rappelait quand même qu'il fallait 6 générations pour pouvoir sortir de la pauvreté, et je pense que nous avons tous été à nous amener à nous interroger effectivement sur ce qu'aujourd'hui notre République pouvait justement proposer. Peut-être d'attirer votre attention, pour ma part, j'avais noté 3 publics. Je trouve que c'est toujours délicat de faire ce découpage, mais ça facilite l'explication. Je pense qu'on a quand même la question aujourd'hui des jeunes qui sont avec des mesures de protection de l'aide sociale à l'enfance, et en particulier comment ils sortent de ce dispositif, et comment aussi aujourd'hui nous rencontrons un certain nombre de personnes à la rue qui ont eu des passages par l'aide sociale à l'enfance. Donc quand même, comment on peut mieux travailler avec ce public. C'était une des propositions dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, mais je dois avouer que c'est assez décevant, en tout cas sur les résultats que nous avons pu concrètement obtenir, au-delà du fait que l'état d'urgence interdit normalement au département de faire sortir les jeunes à leur majorité. La question aussi de l'intensification du statut de monoparentalité, qui forcément a quand même aujourd'hui un impact sur la question des ressources lorsqu'on parle de précarité financière. Et puis aussi la question des migrations et de comment nous accueillons aujourd'hui les personnes en parcours d'exil. Peut-être, puisque vous nous interrogez sur les nouvelles formes de précarité, je voulais, comme ATD Carmonde a pu le faire, insister quand même sur un constat assez dramatique du premier confinement. Nous avons pu observer, si on peut le formuler de cette façon-là, qu'un certain nombre de familles n'étaient pas en capacité simplement de nourrir leur famille une fois que la cantine ne fonctionnait plus, une fois qu'un certain nombre de dispositifs ne fonctionnaient plus. Et ça vient donc de fait interroger ce point d'achoppement particulier, auquel aujourd'hui s'ajoute, je ne le fais pas, mais les files d'attente des étudiants dans les dispositifs d'aide alimentaire, qui nous amène quand même à constater aujourd'hui que dans ce pays, un certain nombre de Français ont faim
et souffrent de la faim, ce qui, bien sûr, doit nous amener tous à nous interroger. Le premier confinement, il a rappelé aussi combien les personnes qui étaient en grande précarité et en situation de pauvreté, probablement aussi par rapport à des conditions de logement qui ont été rappelées, se trouvent aussi en difficulté pour pouvoir conduire sereinement l'éducation de leurs enfants dans un système scolaire quelque peu bouleversé et dans des environnements eux aussi bousculés. Même si effectivement on a vu que le deuxième confinement et aujourd'hui ont permis d'organiser les choses autrement, on peut quand même observer qu'il y a eu des impacts assez forts. Je me permets de rappeler aussi que, en tout cas, la crise sanitaire ou cette période d'urgence fait qu'aujourd'hui, l'État mobilise 200 000 places d'hébergement d'urgence, ce qui montre là aussi que cela fait un nombre de personnes importantes qui se retrouvent sans un logement qui leur permet en tout cas d'évoluer avec une certaine forme de sérénité. Je ne sais pas si je dois développer, je pense qu'on y reviendra peut-être dans les questions, la situation actuelle de la jeunesse ou des jeunesses, parce que je pense que l'on va croiser qu'elles sont impactées les unes les autres selon les difficultés qu'elles rencontrent. Je voudrais vous apporter aussi un point de ne pas, en tout cas d'essayer d'avoir une attention sur la situation en Outre-mer, où là aussi on observe des situations particulièrement tendues. Et le confinement, en tout cas pour la Croix-Rouge française, a été pour nous l'occasion d'observer plus grandement la question ou l'impact de l'isolement sur les situations de précarité. On a mis en place, vous le savez peut-être, dans le cadre du premier confinement, un numéro d'appel qui s'appelle Croix-Rouge chez vous, qui permettait aussi de permettre d'avoir accès, en tout cas, à ce qu'on puisse vous faire vos courses pour pouvoir vous amener chez vous, pour les personnes isolées, vos médicaments ou à manger. Dans le cadre du premier confinement, c'est quand même un tiers du coup des appels, des déplacements que nous avons faits qui ont été faits, enfin en tout cas où ces paniers ont été gratuits puisque les personnes n'étaient pas en capacité de pouvoir se payer à manger. Cette question de l'isolement, elle rappelle aussi notre précarité devant la santé psychologique et combien aussi les plus fragiles paient un lourd tribut. J'y viendrai peut-être sur les questions de prévention. Sur l'aggravation de la crise, moi je vous ai relevé en tout cas un chiffre sur nos maraudes, donc là qui est un chiffre de la Croix-Rouge française. En maraude, c'est 86% de personnes qui ont été rencontrées en plus, alors qu'on devait en tout cas limiter, comme je vous le rappelais, en tout cas que le nombre de personnes mises en hébergement d'urgence a été augmenté. C'est en volume de personnes, 22 000 personnes qui ont été rencontrées, dont chiffre qui me glace à chaque fois que je le prononce, dont 6 000 enfants, ce qui représente quand même 25% des personnes que nous rencontrons à la rue dans un pays qui se revendique comme étant un pays développé. Ça a posé aussi la question justement de la santé et de comment, en tout cas, on évolue pour pouvoir aussi apporter la santé aux personnes les plus précaires. Je pense en particulier au développement d'équipes mobiles. Dans vos questions sur comment prévenir, je pense qu'il y a un point d'intention qui est aussi à rappeler sur l'invisibilité des populations qui n'ont pas recours à nos dispositifs. Et c'est pour ça que moi-même, j'insisterai, comme cela a été fait, sur le fait de développer les dispositifs qui vont vers ces personnes, mais aussi qui permettent de développer du dialogue avec les personnes et de lever les points de difficulté, puisque souvent, si elles n'ont plus recours, il y a à la fois, des fois aussi, une forme d'usure après des combats perpétuels pour pouvoir obtenir leurs droits, et aussi une méconnaissance. Je pense que ça nous rappelle justement l'attention et l'importance de pouvoir être accompagné lorsqu'on le souhaite, et aussi d'avoir cette vigilance aujourd'hui
sur les mouvements de déprime, de dépression, comme nous voudrons le qualifier, mais de santé psychique. S'il ne m'appartient pas de définir quel est le revenu décent, il faut quand même nous interroger aujourd'hui comment on se doit de solvabiliser les personnes. Et il sera difficile aujourd'hui de travailler en prévention si on ne permet pas aux personnes d'avoir les ressources financières qui leur permettent de vivre décemment. Et ça a été aussi indiqué, je voulais insister aujourd'hui sur les dispositifs nécessaires à mettre pour lutter ce qu'on appelle, j'allais dire assez pompeusement, contre la fracture numérique. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, faire des démarches sans avoir accès au numérique est très complexe. Et cette lutte contre la fracture numérique est vraiment très diverse, puisqu'effectivement, l'accès, j'allais dire, à l'outil et à avoir en tout cas un accès Internet, mais c'est aussi pouvoir avoir l'accès à la compréhension. On s'est aperçu aussi dans le premier confinement qu'on pouvait avoir des dispositifs, ou en tout cas des lieux où les personnes avaient accès à ces outils informatiques, mais néanmoins, elles n'étaient pas en capacité de pouvoir les utiliser, ce qui du coup ne servait pas à grand-chose pour elles. Je ne sais pas si on y viendra, mais c'est pour moi un élément connexe de la crise. Je voudrais attirer aussi votre attention sur la stratégie vaccinale et le fait que les personnes les plus précaires et les plus pauvres ne soient pas oubliées dans le cadre de cette stratégie, mais on y reviendra peut-être plus particulièrement dans les questions si vous en avez sur le sujet. Voilà, merci pour votre écoute. En ce qui concerne effectivement les enjeux de statistiques, alors, vous l'avez dit, Monsieur Verger, vous travaillez avec l'INSEE, la DARES et l'ADRES sur un certain nombre de groupes travaux. Est-ce que néanmoins, on peut se dire qu'entre la réalité terrain, et c'est bien ça l'enjeu de nos rencontres qui ont été proposées par Madame la Présidente, c'est-à-dire à la fois avoir une vision, pardon du terme, un peu techno de ce que sont les chiffres, et puis à la fois une vision terrain, est-ce que vous vous y retrouvez? Ou est-ce qu'effectivement il y a des divergences d'approche entre ce que vous pouvez ressentir et ce que vous pouvez trouver au niveau du terrain? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui était effectivement une approche qui était une question a été posée par un de nos collègues, comment réussir à sortir de cet enjeu de pauvreté et de grande pauvreté. Et la représentante de l'INSEE énonçait le fait qu'il fallait peut-être un peu marcher sur deux jambes, c'est-à-dire un principe de redistribution et un principe d'accès à l'emploi. Est-ce que vous partagez ces deux jambes qui peuvent être effectivement une capacité de sortir de cet enjeu de grande pauvreté ou de pauvreté? Autre question relative effectivement au rôle des associations et des pouvoirs publics. Je crois que c'est le représentant de l'adresse qui disait qu'un des champs qui restait à couvrir, qui n'était peut-être pas suffisamment étudié, était le champ de l'aide alimentaire dans notre société. Est-ce qu'on a en la matière un certain nombre d'approches complémentaires à avoir? Est-ce que vous parliez, Madame Bouillet, d'une technocratisation de l'aide alimentaire? Est-ce que ce n'est pas une crainte que vous pouvez avoir quand on évoque ces sujets-là? Mais comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut, j'allais dire, avoir une approche un peu plus pointue sur l'intégralité du travail que vous faites en particulier? Et puis peut-être sur les nouvelles populations, vous avez beaucoup parlé des jeunes. Alors, je veux vous dire aussi qu'il y a une autre mission d'information au Sénat qui traite des jeunes, alors peut-être qu'on n'ira pas forcément nécessairement. Ceci étant, il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'ils sont forcément bien, mais en tout cas, on a pu les suivre. Un jeune, une solution. Le principe d'apporter à l'AFPA de pouvoir suivre les jeunes de 16-18 ans en matière de scolarisation et d'accès au milieu professionnel. Est-ce que vous envoyez le retour terrain, même si ce sont des dispositifs qui sont assez récents? Est-ce que cela vous semble être des dispositifs qui sont plutôt pertinents? Est-ce que vous avez, sur ces indépendants, une vision un peu plus précise? Je crois que c'est vous, Monsieur Couverleroy, qui avez parlé des indépendants qui étaient plus présents dans les populations que vous pouvez rencontrer. Qu'est-ce que recouvre ce champ-là? Et puis peut-être aussi sur le RSA, je me permets, Monsieur Verger, parce que j'ai lu avec attention le rapport du Secours catholique. Alors on est nombreux au niveau des sénateurs à siéger à ces équipes pluridisciplinaires qui, à un moment donné, rencontrent les allocataires du RSA, c'est vrai, prennent un certain nombre de décisions. Moi, je voulais juste pondérer, si vous voulez, ces approches-là, qui sont souvent des approches très humaines, je me permets de le dire, même si la sanction peut être un peu difficile. Mais quand on parle du RSA, et vous l'avez tous évoqué, vous êtes tous favorables, même s'il y a des études en cours, à réaugmenter le seuil du RSA. Est-ce qu'en parallèle, il y a des discussions qui ont lieu sur le montant du SMIC ?
qui en règle générale est quand même une donnée qui doit éventuellement être à rapprocher du montant du RSA en termes d'écart. Hein. Vous avez effectivement dit que ce n'était pas forcément un frein pour l'accès à l'emploi, mais c'est quand même des données qu'il faut qu'on ait en tête. Et par ailleurs, le RSA, effectivement, il y a un certain nombre de contraintes, il y a un certain nombre de nécessité pour les allocataires de remplir un certain nombre de conditions. Est-ce que pour autant, si on les supprime complètement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce RSA, même si je sais qu'il y a des travaux en cours. Qui veut répondre, Monsieur Verger? Oui, je serai sûrement complété par mes collègues, mais je veux bien répondre à vos différentes questions. D'abord, des différences entre la statistique et le terrain, c'est quand même très complémentaire et je trouve que c'est vraiment très important que l'INSEE, que l'adresse ait ce travail actuellement d'essayer de repérer les évolutions de la pauvreté. Nous-mêmes, nous sommes aussi en train de monter un baromètre pour regarder les évolutions avec nos équipes locales qui participent à ce travail. On va avoir 150 équipes locales mobilisées pour pointer les évolutions repérées au niveau de leur territoire chaque trimestre, de façon à compléter l'analyse annuelle du rapport État de la pauvreté. Je dirais ce qui manque surtout dans les statistiques officielles, c'est que les personnes sans papier ne sont pas présentes, ni en statut instable. Donc on a effectivement toute cette catégorie d'invisibles qui est quand même une catégorie extrêmement appauvrie, extrêmement précaire, et c'est notamment un des apports d'un rapport comme le nôtre de les visibiliser. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des différences qui peuvent être parfois conséquentes. Alors après, sur la redistribution et l'accès à l'emploi, vous avez raison, il y a deux pieds. Je pense que ça, c'est un bon point d'analyse de se dire qu'il y a ces deux pieds. Nous, on l'incarne par tout ce qui est autour d'un revenu minimum, le plus garanti possible, j'y reviendrai, mais toute initiative autour de territoires zéro chômeur de longue durée, par exemple, lancé par ATD, dans lequel nous sommes aussi acteurs, montre bien l'importance d'avoir des propositions autour de l'emploi. C'est aussi tout l'enjeu de l'insertion par l'activité économique. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a un petit peu deux idées qui sont en l'air. D'une part, ce côté revenu de base, voire revenu universel, et puis le côté comment faire vivre la garantie à l'emploi, qui est aussi dans l'engagement que l'on doit avoir et que la France a depuis 1946. Donc on a vraiment un enjeu là à le faire vivre. Et la mobilisation des territoires est sans doute le bon lieu pour le faire vivre. Donc il faut pouvoir avancer sans doute pas à pas du côté de l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée en tant que telle, parce que vouloir aller trop vite pourrait aussi fragiliser l'expérimentation, mais trouver des moyens de faire vivre la garantie à l'emploi dans le territoire avec des acteurs qui s'engagent localement et qui sont soutenus par l'État pour cela, c'est effectivement l'autre pied. Parce qu'on ne peut pas demander aux personnes d'être actifs dans la recherche d'emploi ou dans la formation s'il n'y a pas d'emploi dans la région. Et la crise a plutôt aggravé l'absence d'emploi, mais en même temps des besoins écologiques, des besoins de relations, des besoins d'accompagnement des personnes, il y en a énormément. Si on veut pouvoir rénover 700 000 logements par an, eh bien on n'a pas assez d'artisans pour le faire aujourd'hui. Donc des besoins, il y en a. Mais encore faut-il qu'on puisse accompagner ces créations d'emplois et accompagner les personnes vers ces créations d'emplois. Voilà, donc on est tout à fait d'accord d'accompagner cela en le faisant sur les territoires et nous aussi en étant acteurs dans cet accompagnement des personnes, puisque c'est ça notre spécificité. Sur l'aide alimentaire, vous avez raison, c'est un enjeu extrêmement important. Ça reste la deuxième demande des personnes qui viennent au Secours catholique, alors que pourtant nous faisons plutôt moins d'aide alimentaire qu'il y a quelques décennies. Et avec la crise, nous avons mobilisé des sommes assez conséquentes pour proposer des chèques-services qui ont l'avantage d'être, pour les personnes, une possibilité de choisir elles-mêmes ce qu'elles achètent avec.
Et c'est ça qui nous semble intéressant dedans, c'est-à-dire que dans l'aide alimentaire reçue, on n'a souvent pas le choix ou faiblement le choix. Ça a aussi un côté parfois très difficile qu'elles expriment, de devoir se mettre dans la queue et d'attendre d'être servi. Le chèque service a l'avantage de pouvoir aller dans un magasin et de pouvoir acheter ce dont on a besoin. Donc ça doit pouvoir se développer. On a eu des difficultés à ce que des magasins acceptent ces chèques services au début. Ça s'est progressivement résolu. Je pense qu'il y a un travail qui doit continuer à se faire avec les enseignes pour que ce soit accepté sans aucune réticence. Mais il y a sans doute quelque chose à envisager. Et puis aussi de la promotion, disons, de la solidarité alimentaire de territoire, c'est-à-dire tout comment on peut organiser ces circuits courts, ce fait d'avoir des jardins partagés, d'avoir de la possibilité de travailler sur aussi de l'alimentation que l'on fait ensemble, des cuisines collectives. Toutes ces initiatives-là nous semblent extrêmement importantes à être soutenues, mais le champ, disons, de l'accès digne à l'alimentation est certainement un des champs les plus importants à promouvoir, et on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux que la simple aide alimentaire basique, quoi, qui peut être extrêmement dur à vivre en fait pour les personnes. Les jeunes, on en avait parlé, donc effectivement il y a vraiment besoin de trouver des solutions par rapport aux jeunes. Beaucoup de choses ont été annoncées, mais elles restent quand même pour nous assez peu visibles sur leur impact aujourd'hui, franchement. Et puis on voit bien la difficulté, même avec l'idée plutôt séduisante de la garantie jeune universelle, qui est un vrai progrès si elle se met en place comme proposé par le COJ. Ceci dit, elle est un vrai progrès, notamment par son aspect droit ouvert. Après, est-ce qu'on réussira à pouvoir permettre un accompagnement avec les circuits actuels, avec les missions locales qui ont besoin d'être aidées et renforcées considérablement si on veut changer d'échelle, parce que même si on fait de 100 000 à 200 000 jeunes, c'est une amélioration, mais on est très très loin du compte. Il faut pouvoir accompagner aujourd'hui 700 à 900 000 jeunes si on veut pouvoir avoir un impact décisif par rapport à l'appauvrissement des jeunes. Donc voilà, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes dans l'idée. En tout cas, et ça permet de venir aussi vers les idées de RSA et de revenu minimum garanti. L'accompagnement est évidemment très important. Les gens demandent à être accompagnés. Dans un des interviews que l'on a fait pour le rapport, quelqu'un disait, il avait rencontré son assistante sociale qui lui disait « Mais où est-ce que vous en êtes ?» Et il lui dit « Où vous m'avez laissé il y a 1 an. Parce que depuis, j'ai eu des difficultés et finalement, on n'a pas pu en rediscuter. » Alors, différentes raisons expliquaient cela. Mais voilà, les gens sont très demandeurs d'un accompagnement, très majoritairement. Il y a évidemment des situations différentes et diversifiées, mais très majoritairement, ils sont demandeurs d'un accompagnement et d'un accompagnement de qualité, humain, positif. Mais c'est là où on voit que toute la menace de la sanction est fondamentalement quelque chose qui est contre-productif. Car elle met cette espèce de Damoclès là où il devrait y avoir du lien et de l'accompagnement positif, du renforcement. Alors on l'a bien pris en compte en matière d'éducation, mais pas encore en matière sociale. Donc peut-être que c'est la nouvelle révolution qu'il faut faire avancer. En tout cas, je pense que les gens le méritent. Et dans leurs rêves, les personnes souhaitent avoir accès à un emploi, souhaitent être socialement et économiquement reconnues dans leurs activités qu'elles font ou qu'elles aimeraient faire. Donc, c'est toujours des applaudissements dans un groupe quand quelqu'un a trouvé un travail. Voilà, donc, encore une fois, l'enjeu n'est pas de penser que certains s'en contenteraient, peut-être parfois un petit moment parce que leur ressort est cassé ou parce qu'il y a d'autres enjeux sociaux ou de santé à régler d'abord. Mais fondamentalement, les gens veulent être actifs dans la société et être reconnus pour cela. Quitte à être dans des situations de précarité, mais qui peuvent être quand même pour eux une vraie avancée. Et c'est là tout l'enjeu des indépendants. Les indépendants sont justement parce que les indépendants, c'est quand même largement des auto-entrepreneurs, c'est largement des personnes qui sont des livreurs ou des personnes qui font juste quelques heures, mais qui ont trouvé là une voie. La grande difficulté, c'est l'absence de protection sociale de ces métiers.
et l'absence de reconnaissance du lien d'employeur, mais l'utilité peut être grande et le besoin de reconnaissance au travers de cette activité peut être grande. Donc, par contre, effectivement, c'est bien cette catégorie-là que l'on voit arriver, justement parce que la protection sociale n'est pas au rendez-vous vis-à-vis de ces personnes. Je ne vais pas reparler des enjeux statistiques, etc., parce que de toute façon, la très grande pauvreté est là et les gens ne s'en sortent pas. Voilà, ne s'en sortent pas. Je voulais vraiment revenir sur vous reparliez de comment sortir. Il y a quelqu'un qui parle ? C'est autre chose. D'accord. Je pensais qu'il y avait une question derrière, c'est pour ça que je me suis... Oui, enfin, revenir sur cette histoire de revenu convenable d'existence, c'est dans la Constitution. On ne devrait même pas avoir à batailler depuis tellement d'années maintenant pour que les personnes, et toutes les personnes à partir de 18 ans, puissent avoir accès à un revenu convenable d'existence. Voilà. C'est une discrimination terrible par l'âge d'imaginer que les 18-26 ans n'ont pas cette possibilité d'avoir un revenu convenable d'existence, quand en tout cas on n'a pas une activité salariée avec d'autres sources de revenus. Et pour nous, le fait de pouvoir permettre cet accès à ce revenu convenable, enfin un revenu convenable d'existence qui serait évidemment à hauteur de 850 ou 900 euros, permettrait à ces jeunes, on va dire, de prendre une forme d'autonomie, de pouvoir se projeter, de ne plus dépendre de la famille, et notamment avec le RSA tel qu'il est aujourd'hui là, un jeune qui est encore qui dépend encore du foyer familial, à partir du moment où il va avoir quelques sources de revenus, faire un stage, avoir un petit boulot de quelques semaines, etc., ce revenu va être déduit du RSA familial, ce qui est absolument terrible. C'est pour ça qu'on parle d'individualisation, c'est pour ça que la réforme de ce revenu de solidarité active est absolument indispensable, parce qu'aujourd'hui, tant que le revenu est familial, on va dire, pour des jeunes, en tout cas qui dépendent encore de leur famille à 18 ans, il n'y a aucune possibilité d'émancipation et de pouvoir se projeter, se loger, se nourrir, s'habiller, et toujours dépendre de ses parents. Enfin voilà, ça c'est quelque chose d'essentiel. Donc par rapport à ce revenu, on est aussi dans des questions d'imprévisibilité en permanence. Le RSA ne permet pas de pouvoir vivre, les militants quart-monde en tout cas le disent et le prouvent et le démontrent, que l'imprévisibilité dans leur vie fait que effectivement ça empêche aussi de se projeter sur parfois trouver une activité salariée, puisqu'on est en permanence dans l'urgence. Les gens sont en permanence dans l'urgence et ça agit évidemment, l'impact est très très fort sur la santé des parents notamment, qui voilà. Donc vous parliez sanctions aussi tout à l'heure par rapport au fonctionnement même du RSA, et des droits et devoirs. On parle, nous, d'inconditionnalité, puisque tant que ces droits et devoirs sont souvent plutôt les administrations, les prescripteurs, en fait, qui exigent effectivement des personnes de mener, de rendre compte, etc. Et les sanctions qui tombent, souvent, sont extrêmement difficiles pour les gens, puisque ça les plonge dans la grande pauvreté de fait. Mais ça aussi encourage le non-recours. Nous, quand on a travaillé sur cette évaluation du RSA ces derniers mois, les gens expliquent aussi qu'à un moment donné, les gens baissent les bras et donc n'ont plus recours à ce RSA. De par les contraintes, la vie privée, l'intrusion dans la vie privée, etc. Donc c'est un système qui n'est pas vertueux. Enfin voilà, l'objectif du RSA est de sortir de la pauvreté, ça c'est dans la loi. Aujourd'hui, avec un RSA, on ne sort pas de la pauvreté, c'est pas possible. Je voulais aussi évoquer l'aspect de l'emploi, etc. Donc on a parlé territoire zéro chômeur, le concept et la façon dont c'est imaginé. Alors évidemment, nous aussi, on dit il ne faut pas aujourd'hui le généraliser d'une façon très forte, puisqu'il faut continuer l'expérimentation et continuer d'évaluer et d'analyser en fait ce qui se joue
dans ce dispositif, dans cette expérimentation. Ce n'est pas un dispositif, mais voilà, nous, ce qu'on défend donc à ATD Quart Monde, ce territoire zéro chômeur, en fait, a été pensé effectivement à partir de l'entreprise solidaire qui existe toujours, qui s'appelle Travailler, apprendre ensemble à Noisy-le-Grand. Et c'est là qu'on se rend compte effectivement qu'à partir du moment où les personnes ont un CDI, puisque territoire zéro chômeur, dans les entreprises à but d'emploi, les personnes ont un CDI, on arrive à stabiliser les choses pour les personnes, et l'aspect imprévisible n'est plus là. C'est-à-dire que les gens peuvent, avec une stabilité, peuvent de nouveau se soigner, peuvent de nouveau, pour certains, récupérer leurs enfants quand ils ont été placés pour raison de difficultés de logement ou de non-logement, etc., etc. Donc on sait que permettre à des personnes de travailler, notamment l'expérience qu'on mène donc avec Territoire zéro chômeur, redonne évidemment une utilité sociale, etc., etc. Enfin, c'est vertueux, quoi. Voilà. Donc il faut absolument penser cette solidarité dans notre société, de faire place à chacun à partir de qui il est et des compétences qu'il a. Et donc on revient aux jeunes. Je voulais juste faire remarquer, donc les intentions peuvent être là, au niveau de, notamment garantir, j'en ai parlé tout au début, cette histoire de garantir une formation, un accompagnement, que l'État puisse garantir ça pour tous les jeunes de 16 à 18 ans. C'est évidemment ce qu'on souhaite et ce qui devrait permettre aux jeunes après de pouvoir s'ancrer dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, etc. Mais aujourd'hui, donc, toujours les liens qu'on a donc avec certaines missions locales ou certains professionnels. Par exemple, si on cite les Hauts-de-France, depuis 2 ans que ce programme a été annoncé, donc effectivement des fonds ont été dédiés. Donc il faut effectivement des professionnels pour aller vers. On ne fera rien sans cette façon de travailler qui va être de rencontrer, d'aller vers les personnes qui sont vraiment invisibles. Et il y en a des milliers, des milliers et des milliers. Donc comment aller vers ? Ça, c'est la première chose, et donc former les professionnels. Et là, on nous disait par exemple que dans les Hauts-de-France, il n'y a aucune formation qui est inclue dans le programme national des formations des missions locales qui vient de sortir pour 2021. Aucune formation n'a été prévue. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous a dit hier. Comment ? Les missions locales ont reçu aussi, je ne sais plus combien de millions d'euros pour pouvoir... Ouais. Donc voilà. Mais aujourd'hui, donc, les choses ne sont pas enclenchées pour qu'on aille jusqu'au bout, on va dire, jusqu'au bout de ça. Et notamment, alors, l'autre chose qui m'a été pointée très clairement, c'est que dans les Hauts-de-France, par exemple, pour permettre à des mineurs d'accéder à des programmes de formation régionaux, aujourd'hui, l'accès à un programme de formation régionale est interdit aux mineurs. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a lancé cette idée, effectivement, de pouvoir permettre à des jeunes de 16 à 18 ans d'être formés, etc. Alors qu'il y a obligation, notamment pour les missions locales, aussi d'accompagner et de faire en sorte que le maximum de jeunes puissent obtenir une formation et s'inscrivent dans des programmes. Voilà, donc on est parfois dans des choses très paradoxales et qu'il faut absolument aller jusqu'au bout, en fait, d'une mesure comme celle-là, ce qui permettrait effectivement de permettre à des jeunes d'avoir un espoir d'être formés, d'avoir un espoir d'avoir un métier, à condition que ce soit effectivement un métier et une formation qui soit choisie. C'est toujours le même problème, de penser à la place des gens ou d'imaginer les choses à la place des personnes. Donc ça veut dire nouer des relations de confiance, etc. Et ça ne se décrète pas. Donc c'est un rythme, c'est un travail, c'est du temps. Et ça, je pense, dans le travail social, je suis issue du monde du travail social. Je peux en parler de façon très à l'aise. En fait, tant qu'on ne donnera pas aux professionnels le temps pour rencontrer, nouer des relations et véritablement bâtir des projets, on ne s'en sortira pas. Enfin, voilà, ce sera toujours très, très difficile. Voilà, je sais pas si... voilà. Et puis, alors, juste peut-être par rapport à l'aide alimentaire, effectivement, j'ai parlé d'institutionnalisation de l'aide alimentaire parce que ATD, comme les autres associations, on a été invité depuis 1 an maintenant par la DGCS
régulièrement pour faire des points sur où on en est et les urgences absolues, etc. Donc on a même nommé, je pense, la période qu'on vit comme étant une crise humanitaire. On est en crise humanitaire en France aujourd'hui. Sauf que penser institutionnaliser l'aide alimentaire, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Ça veut dire qu'on prend acte définitivement qu'en France, il y a des millions de gens qui meurent de faim ou qui sont obligés de se battre pour véritablement se nourrir ou nourrir sa famille. On parle évidemment les étudiants, etc., enfin tous ceux qui ont perdu tous les petits boulots qui permettaient effectivement de pouvoir se nourrir et vivre et payer son loyer, mais toutes les personnes qui sont effectivement avec des minima sociaux aujourd'hui et qui n'ont pas cette chance d'avoir un emploi ou un travail, il n'y a pas d'emplois qui sont aujourd'hui disponibles, ça se saurait. Donc c'est comment on va repenser tout ça. Bon, on en a un peu parlé avec Territoire Zéro Chômeur, mais aujourd'hui, en fait, imaginer l'aide alimentaire comme étant une fin en soi et une solution pour lutter contre la pauvreté, c'est une hérésie. Voilà. Donc voilà. Comment on va penser plutôt un revenu convenable d'existence. Quand en France, on arrivera à penser à un revenu convenable d'existence, et je pense qu'il y a un consensus qui est trouvé avec les associations qui nous permet aujourd'hui de le dire, de le crier. Enfin, je ne sais plus comment il faut le faire parce que on est en audition en permanence tous les jours. Enfin voilà, encore la semaine prochaine. Enfin, on peut dire quasi tous les jours. On se relaye. On peut pas. Notre présidente ne peut pas être à toutes les auditions tous les 2 jours, etc. Enfin voilà. Soyons dans un courage, ou je ne sais pas s'il faut du courage pour ça, mais établissons les choses telles qu'elles doivent l'être pour que des personnes arrêtent de ne pas vivre, de ne pas réussir à vivre. Voilà. Et de ne pas se loger, du coup, en sachant qu'il n'y a pas assez de logements en France. Merci. Oui, vous avez assez peu parlé finalement de la politique du logement. Ça a été dit tout à l'heure, il y avait eu de gros efforts faits notamment pour la mise à l'abri dans le cadre du confinement. Je ne sais pas si... en tout cas, la loi SRU, je vais juste parler 2 secondes, mais la loi SRU, ne serait-ce que celle-là, je veux dire, on a des lois en France. Enfin, on va arrêter de se battre à des nouvelles lois. Faisons-les appliquer, appliquons-les. Enfin, l'histoire de la domiciliation, ça c'est le Scorcato qui a souvent parlé de la domiciliation, mais appliquons les lois en tant qu'élus, etc. Enfin, faites en sorte que les lois soient appliquées. On a tout ce qu'il faut en France. On a cette chance-là, effectivement. On a un système de protection sociale, etc. Et puis, voilà, ce sont des choix politiques. Enfin, il n'y a pas d'autres... voilà, les constats, on les fait, on les refait depuis toujours. Monsieur Verger, puis s'il y a des questions des participants. Rapidement, effectivement. D'abord, merci quand même de faire cette audition, parce que même si on est content, on est aussi très heureux qu'il y ait cette prise de conscience que manifestent les nombreuses auditions, qu'il faut faire quelque chose en ce moment. Et ça nous semble être très positif. Et ça veut dire effectivement que vous pouvez être audacieux dans les propositions que vous pouvez faire, parce qu'il y a une prise de conscience dans l'opinion publique, en tout cas, chez les décideurs, je ne sais pas, mais je crois aussi qu'il y a vraiment quelque chose à faire en ce moment. Donc, vous avez cette opportunité, mais aussi peut-être cette responsabilité. Ça ne fait pas toujours consensus. Oui, mais c'est vrai que, on voit bien que sur les mesures, ça ne fait pas toujours consensus, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup qui se disent qu'ils ne peuvent pas ne rien faire, ou faire juste comme avant. Et je voudrais insister sur ce que vous avez dit très justement, c'est-à-dire que le fait que l'on passe aujourd'hui à près de 8 millions de personnes qui font appel à l'aide alimentaire, c'est quand même l'indicateur majeur de l'échec de la lutte contre la pauvreté en France. Donc, si on peut à la fois améliorer les actions du côté alimentaire avec des actions d'accès digne à l'alimentation, et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, mais l'objectif principal, c'est de faire que les gens n'aient plus besoin d'aide alimentaire. Et ça passe par le revenu. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut assurer un revenu digne à chacun et faire en sorte, effectivement, soit qu'ils aient un emploi au maximum, y compris au travers de mécanismes de type garantie à l'emploi, et aussi que, pour ceux qui n'en ont pas ou pas encore, qu'ils aient un revenu de remplacement qui soit suffisant, à tout le moins pour couvrir les besoins essentiels, quoi. Et être ainsi partie prenante de la société de façon réelle, quoi. Alors sur le logement, en fait, il y a eu des efforts faits sur l'hébergement, effectivement.
Et ça, on le salue. C'est pas tout à fait à 100%. Vous évoquiez que dans les Maraudes, on peut rencontrer plus de monde dans certains territoires, mais il y a aussi objectivement des territoires où beaucoup de personnes ont été logées et où il y a plutôt une baisse. Bon, l'hiver est aussi une période de mobilisation en général, hein, donc c'est pas que le Covid, mais malgré tout, on voit qu'il y a de la mobilisation et qu'il y a un vrai effort d'ouverture de place. Par contre, sur le logement, on n'y est pas du tout. Et le rapport de la Fondation Abbé Pierre le rappelle, on est encore moins sur les PLAI, donc on a des engagements, mais en fait, dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose. Et donc... voilà, et même sur quelque chose qui paraîtrait évident comme la rénovation énergétique des bâtiments, qui permettrait à la fois d'avoir des bâtiments plus nombreux, mieux sécurisés par rapport au froid, plus écologiques et créant de l'emploi, même ça, on n'arrive pas à déclencher un vrai plan à la hauteur des enjeux, en tout cas, quoi. Même si les annonces sont là, elles vont sans doute être encore là aussi avec le prochain projet de loi sur le climat. Mais bon... sur le logement, il y a encore énormément à faire. Mais sur l'hébergement, c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation qui, globalement, porte ses fruits et qui montre que c'est possible aussi d'arriver à cet objectif politique, on pourrait dire, de 0 SDF. Mais effectivement, c'est tout à fait possible. On n'est pas dans des chiffres qui rendent ça impossible. Mais enfin, on est sur du logement, de l'hébergement d'urgence et pas du logement qui donne de la perspective et donc qui permettent de travailler aussi dans la durée sur d'autres sujets. La question, c'est quand on va sortir, ce que l'on espère quand même, tant de l'hiver que aussi de cette crise. De toute façon, c'est déjà qu'il y a 30 000 places qui sont pas des places pérennes, donc ça veut dire quand même 30 000 personnes sur lesquelles nous avons quelques mois pour trouver des solutions, et aujourd'hui avec un parc, vous l'avez rappelé, en tout cas, où on n'est quand même pas certain d'avoir 30 000 justement logements, et que ça pose aussi dans une politique publique qui se veut quand même axée sur le logement d'abord, des efforts qu'on a quand même à poursuivre pour être sur ces solutions de logement et non de mise à l'abri.